Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de Midi au Caire de ce vendredi, on essaie de vous présenter les grands événements qui ont touché la scène égyptienne durant les derniers jours. Donc, nous allons être en votre compagnie dans une tournée dans le monde égyptien, mais justement après cette petite pause. Commençons donc notre nouvelle par les activités présidentielles au sein de l'ONU. En fait, on trouve que notre chef d'État a participé lundi dernier par visioconférence à la réunion des chefs d'État et de gouvernement sur le climat, ceci en marge de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, présidée par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Au cours de cette réunion, le président a souligné l'importance de la responsabilité des pays développés dans la réduction des émissions, dans la mise en œuvre de leurs engagements internationaux dans l'accord de Paris et de la Convention cadre sur le changement climatique, surtout avec les incendies des forêts à grande échelle observés récemment dans diverses régions du monde. Le président Sisi a de même souligné la nécessité de traiter sérieusement toutes les mesures unilatérales contribuant à l'exacerbation des conséquences du changement climatique, notamment la construction des barrages sur les fleuves internationaux, étant l'un des efforts visant à traiter les questions d'adaptation au changement climatique, qui est un aspect très important de l'action climatique internationale, ainsi qu'une priorité absolue pour les pays en développement, surtout au niveau du continent africain. Le président Sisi a de même exprimé le souci de l'Égypte d'accueillir la 27e session du sommet sur le changement climatique en 2022 au nom du continent africain, en soulignant que l'Égypte s'attachera à faire de cette session un tournant fondamental dans le travail du climat international en partenariat avec toutes les parties au profit du continent africain, du monde entier. Je dois vous rappeler que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a inspecté mardi le tunnel Martyr Ahmad Hamdi II dans le cadre des projets nationaux d'aménagement de la péninsule du Sinaï. Le président Sisi a écouté en fait une explication détaillée du tunnel Martyr Ahmad Hamdi II et des mécanismes de fonctionnement à l'intérieur de la salle de contrôle du tunnel du côté nord, et qui a été conçu et mis en œuvre selon les normes de sécurité internationale les plus élevées. Donc Marwa Arfa et notre collègue à échelle vont les deux ensemble vous donner plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté mardi le tunnel Martyr Ahmed Hamdi II, et cela dans le cadre des projets nationaux d'aménagement de la péninsule du Sinaï. Le président el-Sisi a écouté une explication détaillée du tunnel et des mécanismes de fonctionnement à l'intérieur de la salle de contrôle du tunnel du côté nord, qui a été conçue et mise en œuvre selon les normes de sécurité internationale les plus élevées. L'ingénieur Nabil Kamran du département des tunnels et des ponts de l'autorité du tunnel de Suez a déclaré qu'il était responsable de l'explication détaillée de contrôle et de surveillance de la circulation des voitures, à travers lesquelles les feux de circulation à l'intérieur du tunnel sont contrôlés et les vitesses et les voies de circulation sont déterminées, ainsi que la surveillance des mesures des gaz et des gaz d'échappement à l'intérieur du tunnel, qui est effectuée par des capteurs spéciaux qui actionnent le système de ventilation à l'intérieur du tunnel pour assurer la sûreté et la sécurité des utilisateurs du tunnel. Pour sa part, l'ingénieur Ramadan Abdallah du département des tunnels et des ponts de l'autorité du canal de Suez a déclaré que les opérations de surveillance et de contrôle sont effectuées à l'intérieur du tunnel grâce à 47 caméras mobiles sur la chaussée, ainsi que 18 caméras fixes pendant le couloir d'évacuation et de secours, notant que le système de caméras est lié au dispositif radar qui localise et détecte les défauts et prend les mesures nécessaires, ainsi que la réception des communications pour diriger les personnes et les véhicules en cas d'évacuation et d'urgence, et éclairer le tunnel avec 2000 projecteurs pour contrôler l'intensité de l'éclairage. Après cela, le président Sisi est monté dans la voiture et inspecté le tunnel de l'intérieur.
Passons donc à une autre nouvelle. Il s'agit cette fois-ci d'une nouvelle très triste pour le peuple égyptien. Mardi dernier, l'Égypte a perdu l'un de ses fils les plus fidèles avec la mort du maréchal Mohamed Hosseini Tantawi, commandant en chef des forces armées, ancien ministre de la Défense ou de la production militaire, le symbole militaire qui a donné sa vie pour servir son pays pendant plus d'un demi-siècle. Toujours les détails dans ce reportage suivant de Marwa Arafa et Ayachel. L'Égypte a perdu mardi l'un de ses fils les plus fidèles avec la mort du maréchal Mohamed Hassan Tantawi, commandant en chef des forces armées et ancien ministre de la Défense et de la production militaire, symbole militaire qui a donné sa vie pour servir son pays pendant plus d'un demi-siècle. Le maréchal Tantawi est un symbole militaire égyptien. Il a toujours été un homme des temps difficiles. Son nom a été inscrit en lettres d'or dans l'histoire de l'Égypte et il a combattu et frappé les plus beaux exemples et succès de la guerre d'octobre. C'est aussi un homme d'État qui a pris la responsabilité de gérer le gouvernorat dans l'une des périodes les plus difficiles, pendant qu'il affronta avec sagesse et compétence les dangers qui entouraient l'Égypte. Le maréchal Tantawi est né le 31 octobre 1935. Il est diplômé de l'Académie militaire avec un corps d'infanterie le 1er avril 1956 et a obtenu un baccalauréat en sciences militaires et une session au Collège suprême de la guerre. Tantawi a participé à la guerre de 1967 et à la guerre d'usure jusqu'à ce que la guerre d'octobre vienne révéler l'extrême intelligence et la vaste expérience militaire au cours de son commandement de la 16e division d'infanterie mécanisée, car c'était l'une des premières divisions militaires à traverser le canal et a remporté une impressionnante victoire lors de la bataille de la ferme chinoise pour se transformer en une grande épopée militaire encourue pendant l'ennemi de lourdes pertes en vie humaine et en matériel, ainsi que l'arrestation de dizaines de prisonniers, méritait à juste titre l'honneur en obtenant la médaille de l'armée Courage. Le maréchal Tantawi a travaillé en 1975 en tant qu'attaché militaire en Égypte, au Pakistan, puis en Afghanistan, et a gravi les échelons jusqu'à ce qu'il devienne commandant de la 2e armée de campagne et de là à la direction des forces de la garde républicaine en 1988, jusqu'à ce qu'il est devenu ministre de la Défense et commandant en chef des forces armées en 1991 et a obtenu le grade de maréchal en 1993. Après la révolution du 25 janvier 2011, le combattant Hassan Tantawi était présent. Il a préservé la sécurité de l'Égypte, la sûreté et la sécurité de son peuple et a sécurisé ses frontières. Il a dirigé le pays en tant que chef du conseil militaire jusqu'à ce qu'il atteigne la sécurité. Il est resté ministre de la Défense jusqu'à sa retraite le 12 août 2012 et a été nommé conseiller du président de la République. Au cours de sa carrière, le maréchal Tantawi a reçu de nombreuses médailles en son honneur, notamment la médaille des blessés de guerre, la médaille d'excellent service, la médaille du jour de la 20e Révolution, la médaille du jour de l'armée, la médaille du 6 octobre, la médaille de long service et bon exemple, la médaille de la libération d'octobre et la médaille du 25 janvier 2011, médaille du service militaire de première classe et ainsi médaille d'excellent service et plusieurs autres médailles. De retour donc à un autre sujet, qu'on a traité pendant les commencements de cette édition, concernant bien sûr l'Assemblée générale des Nations Unies. On trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, Soussama Chokri, a participé à l'ouverture de cette donc 76e édition de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cela vient au début de la deuxième journée de cette édition actuelle à New York. Lors de son premier jour à New York, le ministre des Affaires étrangères a tenu de nombreuses réunions avec les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays, dont l'Albanie, Chypre, la Suède et la Grande-Bretagne, ainsi que d'autres personnalités internationales.
Toujours à New York, le ministre égyptien des Affaires étrangères s'est entretenu en fait avec le ministre indien des Affaires étrangères en marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient actuellement à New York. L'ambassadeur Ahmad Hafez, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que les deux ministres avaient discuté d'un certain nombre de questions d'intérêt mutuel. M. Chokri et son homologue indien ont discuté en fait des relations entre les deux pays et des moyens de les renforcer dans divers domaines. D'autre part, avec plus de précision sur le plan régional, toujours au sein de l'ONU, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu avec le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Perrota, en marge de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. L'ambassadeur Ahmad Hafez, porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que la Union portait sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et de consulter sur des questions d'intérêt commun. Jetons très rapidement un coup d'œil sur les évolutions au niveau de l'économie égyptienne. Et cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Moustafa Madbouli et le ministre de Communication, de la Technologie et de l'Information, Amr Talat. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur le suivi des projets stratégiques liés au secteur de communication, des technologies, de l'information qui visent à participer au plan de l'État pour construire les Égyptiens, contribuer aux efforts du gouvernement pour la transformation numérique, mécaniser les services gouvernementaux et consolider l'économie numérique ainsi que maximiser les capacités de l'État et soutenir les efforts pour faire avancer le développement en Égypte. Le président Sisi a en fait ordonné de continuer à fournir les ressources financières nécessaires au développement du secteur des communications, des technologies, de l'information et de ces infrastructures, étant donné la grande importance que l'État attache à ce secteur comme l'un des piliers du développement global durable et même l'un des piliers qui contribue à la stratégie de la transformation vers une société numérique, ainsi que les plans de l'État visant à arriver à l'inclusion financière et la fourniture des meilleurs services aux citoyens égyptiens. Passons donc, chers téléspectateurs, à un autre niveau, cette fois-ci socio-économique. Il s'agit de comment l'État égyptien essaye de prendre en soin la santé des citoyens égyptiens. À cet égard, on trouve que le ministre des Finances, également chef de l'autorité générale de la couverture maladie universelle CMU, Mohamed Mohamed, a affirmé que la situation financière de l'autorité était forte et solide, soulignant, je cite, « Nous sommes capables d'étendre progressivement la mise en œuvre du système de la CMU dans le gouvernorat de manière à être en concomitance avec les directives présidentielles liées à l'accélération du rythme du travail dans ce projet national afin de réaliser le rêve des Égyptiens dans une couverture sanitaire intégrée pour tous les membres de la famille d'ici 10 ans. Les indicateurs de performance de l'exercice révolu, a-t-il précisé, reflètent la viabilité financière du système de la CMU, ce qui est en complémentarité avec le projet national pour le développement de la campagne égyptienne Vie décente. Et de conclure que le Trésor de l'État a pris en charge 39,3 millions de livres égyptiennes de frais des abonnements pour les citoyens démunis dans le cadre du système de la CMU durant l'exercice révolu et ce, dans le cadre du souci de l'État de fournir la protection sociale pour les catégories les plus nécessiteuses. L'investissement dont le capital humain est en tête des priorités de l'État égyptien de réussir de la CMU direction politique exigeant de promouvoir le niveau de vie des citoyens. C'est ce qu'a affirmé en fait un autre ministre de coopération internationale, Rania Al-Mashat. Deux telles déclarations ont été lancées lors de sa rencontre avec la directrice régionale de la Banque mondiale pour le développement humain. L'État a lancé une initiative présidentielle Vie décente qui vise à promouvoir le niveau de vie des citoyens dans la campagne égyptienne. C'est ce qu'a rappelé Mme El-Mashat lors de l'entrevue qui a porté sur les efforts déployés par l'État égyptien en vue d'améliorer les conditions de vie des citoyens, de renforcer l'investissement dans le capital humain.
Parlons donc, chers téléspectateurs, un peu plus de la santé au niveau de l'Égypte et des vaccins qui vont être reconnus, bien sûr, au niveau international. Si les Égyptiens sont vaccinés ici en Égypte, donc on trouve par exemple l'ambassade britannique au Caire a confirmé que des travaux sont actuellement en cours avec le gouvernement égyptien pour parvenir à un mécanisme qui rende les certificats de vaccin pour ceux qui ont reçu le vaccin en Égypte reconnus au Royaume-Uni. D'autre part, on trouve que l'ambassade britannique a indiqué dans des messages successifs via son compte sur les sites de réseau social Twitter, à l'occasion de la suppression du nom de l'Égypte de la liste rouge des voyages, l'Égypte sera retirée de la liste rouge du Royaume-Uni pour le tourisme et les affaires et pour aider les particuliers à voyager plus librement. Elle a ajouté que la Grande-Bretagne s'est engagée à rouvrir les voyages internationaux, soulignant que pendant toute la période de l'épidémie du coronavirus Covid-19, l'Égypte et le Royaume-Uni étaient parmi les partenaires les plus solides, car des équipements de protection individuelle ont été fournis par la Grande-Bretagne à l'Égypte, ainsi que de l'Égypte à la Grande-Bretagne. Des millions de vaccins ont également été fournis directement en Égypte et via COVAX. Clôturons donc cette édition par la culture et le tourisme. À cet égard, reviver le Caire historique est une initiative importante pour tous ceux qui s'intéressent au patrimoine culturel mondial. En fait, ce ne sont que quelques déclarations faites par son Excellence, l'ambassadeur de l'Union européenne en Caire, M. Christian Berger, lors de l'ouverture d'un atelier de travail sur la restauration de monuments au siège du musée de la civilisation égyptienne. M. Berger a affirmé que ce projet aurait lieu dans le cadre de la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne, représentée par l'Espagne en matière de recherche, d'innovation et de patrimoine culturel. Donc, avec cette dernière nouvelle touristique et culturelle, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter mes meilleurs souhaits à vous, chers téléspectateurs, et toujours bon moment avec nous sur